Ceci est une œuvre de fiction entièrement reconstruite afin qu'aucun événement ni personnage réel ne puisse être identifié. Ce qui va être raconté est l'histoire des choix intérieurs et des limites silencieuses d'une femme, racontée à travers son point de vue. J'étais dans mon bureau, à Neuilly. Le soleil de fin de journée filtrait à travers les stores vénitiens, dessinant des lignes nettes sur le parquet. C'est là que tout a commencé, non pas par un cri, mais par une vibration douce sur ma table de travail. Thierry disait souvent que j'étais trop concentré sur mes journaux, que je ne voyais pas la vie se dérouler. Il répétait, avec cette petite moquerie que je prenais pour de l'affection, qu'il fallait parfois savoir regarder au-delà des chiffres. Cette fois-là, ce qu'il m'a montré, c'était une preuve qu'il n'avait jamais vu ma propre capacité à observer. Il avait confondu mon silence avec de l'ignorance. Il croyait avoir le contrôle du secret. L'image est arrivée, froide, nette. Et dans l'instant, je n'ai pas ressenti la douleur de l'épouse. J'ai senti le calme absolu de celle qui sait exactement quelle porte fermer, et surtout, quel levier actionner. Il y a des moments dans la vie où l'on réalise que l'on a passé trop de temps à s'inquiéter de l'orage, alors qu'on était déjà la tempête. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. J'ai 47 ans. Du moins, c'est ce que je disais encore il y a quelques semaines. Aujourd'hui, l'âge semble s'être figé, comme une photo jaunie sur la cheminée du salon. Je suis Isabelle Moreau. J'ai passé ma vie à diriger, à façonner les récits, à décider de ce que les gens de cette ville, de cette région, allaient lire au petit matin. Mon existence, elle a toujours été une question de contrôle, polie, précise, sans aucune place pour le désordre. Notre appartement, un écrin discret à Neuilly-sur-Seine, se dressait comme une forteresse silencieuse, ses grandes fenêtres donnant sur les lumières éparses de la région parisienne. C'était notre sanctuaire. Ou du moins, je le croyais. Ce soir-là, j'étais dans mon bureau, face à mon acajou, révisant les dernières épreuves de la section Économie et Société du Parisien quotidien. Mon mari, Thierry Dubois, l'architecte dont les projets redessinaient les horizons, était, disait-il, à Francfort pour une réunion d'affaires cruciale. Ensemble, nous étions ce couple de pouvoir. Moi, l'encre et les mots. Lui, le béton et les lignes. Un équilibre. C'est à 21h47, mon téléphone a vibré sur le bois de mon bureau. L'expéditeur était un nom que je connaissais à peine, une de ces jeunes femmes qui flottent aux marges de nos cercles, celles qui parlent trop fort lors des vernissages. Le message était bref, hésitant. Et accompagné d'une seule image. Madame Moreau, je suis navré de vous envoyer ceci, mais vous devriez savoir. J'ai touché la pièce jointe. L'air a quitté mes poumons, lentement. La photo était granuleuse, prise dans une lumière faible, mais le décor était indéniable. C'était ma chambre. La tête de lit en bois de vignoble français que j'avais personnellement choisi lors de notre voyage en Provence. Le mobile Calder, suspendu près de la fenêtre, un cadeau de Thierry pour nos 15 ans. Et au centre du cadre, affalée contre mes oreillers en satin blanc, une jeune femme que je n'avais jamais vue. Des cheveux sombres, des pommettes sculptées, et une moue presque provocante. Elle ne portait rien d'autre que le pull colvé gris en cachemire que Thierry affectionnait tant, celui que j'avais ramené d'Écosse. Dans sa main, elle tenait son propre téléphone. Le reflet dans le miroir la montrait souriant à l'objectif, comme si elle défiait le monde entier de la prendre. Mes doigts se sont crispés autour de mon appareil. Mon pouls tambourinait, assourdissant, dans mes oreilles. Ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Cette femme voulait que je voie cela. J'ai fait défiler l'écran. L'image avait été publiée sur Instagram, 15 minutes plus tôt. Public. Pour que n'importe qui puisse la voir. La légende disait simplement, douceur du foyer.
Une vague glaciale s'est répandue dans ma poitrine. L'audace. Thierry était à Francfort. Ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Maintenant, la vérité gisait, étalée sur mes draps en coton égyptien. J'avais géré des scandales auparavant, des affaires politiques délicates, des liaisons de célébrités. Jamais le mien. Pendant 20 ans, j'avais protégé le nom de Thierry avec autant de férocité que le mien. J'avais souri pour les photographes, traversé les murmures. J'avais cru à l'intimité discrète de notre mariage, au lien tacite qui faisait de nous l'encre l'un de l'autre. Et maintenant, il avait invité quelqu'un d'autre dans notre espace le plus privé. Mais ce n'était pas seulement la trahison qui allumait l'étincelle en moi. C'était l'humiliation publique. Ma chambre était sacrée. Et grâce à cette intruse arrogante avec son téléphone, elle était sur le point de devenir un appât viral. Pour n'importe qui d'autre, la décision intelligente aurait été de supprimer la preuve, de confronter son mari en privé, de protéger le nom de la famille. Mais moi, Isabelle Moreau, je n'étais personne d'autre. J'étais la propriétaire du plus grand journal de la capitale. Je comprenais le poids d'une image, la force d'un titre, et on venait de me les remettre. Mon esprit s'est mis à travailler, vite. J'imaginais la première page. La maîtresse s'installe au foyer des Dubois à Neuilly. Les photographies étalées sur des millions de tables de petit déjeuner. Les réseaux sociaux fondant sous la chaleur du scandale. La même audace que cette femme avait affichée dans ma chambre serait la corde avec laquelle elle se pendrait. L'humiliation n'appartiendrait pas à Isabelle Moreau. J'ai tendu la main vers l'interphone. Antoine. J'ai besoin de vous dans mon bureau, immédiatement. Antoine Lefebvre, mon rédacteur en chef le plus fiable, est arrivé quelques instants plus tard. Cheveux poivre et sel, regard perçant, et d'une loyauté absolue. Un seul regard sur mon expression, et il a su que quelque chose de sismique venait de se produire. Annulez la une de demain, ai-je dit, en faisant glisser mon téléphone sur le bureau. Elle sera celle-ci. Il a étudié la photo, ses sourcils se haussant légèrement avant que son instinct de journaliste ne prenne le dessus. Vous voulez que cela paraisse tel quel, Isabelle? Tel quel, ai-je répondu, ma voix basse, mais taillée d'acier. Pas de flou, pas d'euphémisme, légende complète. Et assurez-vous que le titre ne laisse aucune place au doute. Antoine n'a hésité qu'une seconde. Ceci va tout faire exploser, Isabelle. Êtes-vous sûre? J'ai soutenu son regard, mes yeux bleus brillants comme de la glace sous la lune. Je voulais qu'on me voie. Faisons en sorte qu'elle soit inoubliable. Alors qu'Antoine quittait la pièce pour mettre la machine en marche, je me suis retourné vers la fenêtre. En dessous, Paris s'étalait à l'infini, scintillant, ignorant la guerre que je venais de déclarer. Je pouvais presque entendre la voix de mon père. Dans ce métier, on ne se met pas en colère. On fait les gros titres. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de Thierry. Vol atterri. Hâte de te voir. Dîner demain. J'ai failli rire. L'audace. L'arrogance. Il ne savait pas encore. Demain, il se réveillerait pour découvrir que sa trahison n'était pas cachée dans des murmures, mais criait sur tous les kiosques, tous les écrans. Le monde entier connaîtrait l'homme derrière le charme de l'architecte. Et la maîtresse, elle allait apprendre ce que signifie provoquer une femme qui tient la presse entre ses doigts. J'ai fermé mon ordinateur portable. La mise en page de la première page brûlait déjà dans mon esprit. Certaines femmes brûlent les vêtements de leur mari. Moi, je brûlais les réputations. Et dans moins de 12 heures, la ville lirait ma vengeance avec son café du matin. Le siège du Parisien quotidien ne dort jamais vraiment. Mais à minuit passé, l'atmosphère y vibrait d'une électricité différente. Plus feutrée. Plus tranchante, comme l'air juste avant un orage. Mon arrivée suffisait à faire se redresser les dos.
Les rédacteurs en chef redressaient leurs bustes. Les copywriters faisaient semblant de ne pas regarder, leurs yeux jetant des coups d'œil vers moi, alors que je traversais le plateau dans mon manteau de laine noire et ses talons qui claquaient avec un rythme de pure détermination. Antoine Lefebvre, mon rédacteur en chef de confiance, avait déjà rassemblé une équipe squelette dans la salle de conférence vitrée. La photo reposait au centre de la table, imprimée sur papier glacé, comme n'importe quel autre actif, prêt pour la une. Mais rien n'était ordinaire dans ce cliché. Je ne me suis pas assise immédiatement. Je me tenais à la tête de la table, balayant chaque visage du regard. Reporter chevronné, éditeur photo, maître des titres. Je veux ceci sur tous les étals de la ville avant l'aube, dis-je, ma voix calme, mais létale. Ceci n'est pas de la simple rumeur. C'est une histoire d'arrogance, de privilège, et de manque total de respect. Pas seulement envers moi, mais envers le caractère sacré d'un foyer. Un jeune éditeur de texte s'éclaircit la gorge. Il y avait de la gêne dans sa posture. Madame, ne pensez-vous pas que ceci est personnel? Je l'ai fixé de mon regard froid. Cela cesse d'être personnel quand quelqu'un utilise ma chambre comme accessoire pour sa propre vanité. Il l'a rendu public. Je lui donne simplement une scène plus vaste. Il n'y eut plus d'objection. Antoine me fit glisser une maquette. Le titre, en caractères gras, disait « La maîtresse s'installe au foyer des Dubois à Neuilly ». Le sous-titre, « Photo exclusive provoque un scandale au sein de l'un des ménages les plus puissants de la région ». Mes yeux balayèrent l'ensemble. « Bien, dis-je. Mais je veux que ce soit plus ciselé. Faites que les mots coupent. » L'équipe des titres se mit à griffonner des alternatives. Mari du couple de pouvoir ébranlé par le scandale de chambre. Trahison à l'appartement. La maîtresse dans la chambre, photo effrontée. J'ai sélectionné une formule, puis j'ai ajusté une virgule moi-même. Le stylo rouge se déplaçait avec une précision chirurgicale. Dans le monde des médias, je savais faire la différence entre une histoire que les gens lisent, et une histoire qu'ils ne peuvent pas ignorer. Pendant que la rédaction préparait les presses, je me suis retiré dans mon bureau. À travers la vitre, je voyais le bourdonnement de l'activité. Des appels pour confirmer l'authenticité de la photo. Des mises en page ajustées pour donner à l'image la meilleure place. Les responsables des réseaux sociaux planifiant la sortie synchronisée pour le rush de 6 heures. Ce n'était pas le chaos. C'était une chorégraphie. Sur mon bureau, mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Mouvement audacieux. Attendez-vous à des représailles. Pas de nom. Mais je savais de qui il venait. Un des anciens contacts de mon père. Le genre d'homme qui joue sur les deux tableaux lors d'un scandale, parce que c'est ainsi qu'on survit dans cette ville. J'ai tapé en retour, sans hésiter, je compte là-dessus. À 1h15 du matin, je suis revenu dans la salle de conférence. Je veux un article d'accompagnement, un portrait d'elle, dis-je. Trouver son nom, son passé, chaque image publique qu'elle a jamais postée. Elle voulait un public. Assurons-nous qu'il soit mondial. Antoine hocha la tête, ouvrant déjà un dossier. Son nom est Chloé Martin. 26 ans. Styliste d'intérieur indépendante. Petite notoriété sur les réseaux. Connue dans certains cercles d'influence pour poster du contenu provocateur. J'ai absorbé les détails, mon esprit cartographiant la forme de l'histoire. Bien. Cadrer cela comme un conte de mise en garde. Pas seulement sur l'infidélité, mais sur ce qui arrive lorsqu'on confond l'accès avec l'immunité. Un des reporters seniors s'est penché. Vous savez que Thierry va nous attaquer en justice, n'est-ce pas? Mes lèvres se sont courbées en un très léger sourire. Thierry a bâti sa carrière sur l'opinion publique. Il est sur le point d'apprendre à quelle vitesse elle peut se retourner. À 1h30, les presses se mirent à tourner.
La mise en page était verrouillée. L'encre s'enfonçait déjà dans des milliers de feuilles de papier qui seraient bientôt empilées sur les camions de livraison. En toutes mes années à la tête du quotidien, j'avais approuvé des histoires qui avaient fait tomber des ministres, démantelé des empires financiers. Mais jamais je n'avais mis ma propre vie en première page. Cette fois, je n'étais pas seulement l'éditrice. J'étais le titre. Je suis rentrée à Neuilly avant l'aube, la ville encore drapée dans le silence gris du petit matin. De ma terrasse, je pouvais voir les premiers camions de livraison commencer leur ronde. Quelque part, dans les boulangeries, dans les cafés, ma une était en train d'être dépliée. Des navetteurs, en pleine dégustation de leur premier café crème, s'arrêteraient, se penchant pour lire la légende sous cette photographie. J'imaginais Thierry dans sa suite à Francfort, faisant défiler son téléphone, la couleur quittant son visage. J'imaginais Chloé rafraîchissant ses notifications, regardant son nombre d'abonnés grimper pour les pires raisons. À 6h02, mon téléphone a sonné. Le numéro de Thierry. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Un instant plus tard, un texto. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai posé le téléphone sans répondre. Au lieu de cela, je me suis versé une tasse de café. Noir. Sans sucre. Le portrait de mon père, encadré, me regardait depuis le mur. J'ai levé ma tasse vers lui, un toast silencieux. À 8h, le site web du quotidien avait planté 2 fois à cause du flot de trafic. Les chaînes d'information repassaient l'histoire, les chroniqueurs spéculant sur les retombées pour la carrière de Thierry, la stabilité de notre union, et la jeune femme au centre de tout cela. La photo avait été partagée plus de 2 millions de fois en ligne. Chaque repost portant le même titre que j'avais approuvé. À 9h, les photographes de presse étaient massés devant l'immeuble. Les flashs rebondissaient sur la façade. Je me tenais là, observant leur rassemblement. Mon pouls était stable. Ce n'était pas un accident. J'avais retourné l'objectif, forçant les acteurs de cette trahison à se placer sous la lumière la plus dure possible. Et ce n'était que la première scène. Car, pour tout le bruit que cette photo avait créé, je savais que les vrais dommages viendraient ensuite. Quand je déciderais quelle vérité sur Thierry Dubois serait servie à la presse, et dans quel ordre. J'ai siroté mon café. La ville se réveillait avec mon histoire. Et je me suis dit, s'ils veulent un spectacle, je leur offrirai une pièce digne de la Comédie Française. Une histoire qui restera. Après avoir donné mes instructions à Antoine, je suis revenu dans l'appartement. Le silence, soudain, était assourdissant. Il n'y avait plus l'urgence de la réaction. Il y avait juste le vide. Et dans ce vide, les souvenirs ont commencé à remonter, non pas ceux des succès, mais ceux des petites fissures. 20 ans. 20 ans à construire cet édifice, notre vie commune, notre image. Je me souviens de la façon dont Thierry me regardait, au début, à nos premières années. Comme si j'étais la seule chose qui comptait dans la pièce. Nous buvions ce verre de Sancerre sur la terrasse, imaginant l'avenir, avant que les atours de cet avenir ne deviennent des chaînes. Ce n'était pas tout un mensonge. Et c'est peut-être cela, le plus cruel. À 47 ans, je porte l'élégance, oui. Mais je porte aussi la conscience tranquille du temps qui passe. L'élite parisienne aime ses épouses impeccables, mais éternellement jeunes. Et bien que je n'ai jamais couru après les tendances, j'ai vu ses yeux s'attarder, parfois, sur des femmes plus jeunes lors des dîners. Je me disais que c'était anodin. Un regard qui passe. J'ai enfoui ce malaise sous les conseils d'administration, les réunions éditoriales, les préparatifs de gala. Je me rappelais qu'il avait été là lorsque ma mère avait été malade. Qu'il m'avait soutenu après le départ de mon père, dans les batailles juridiques pour sécuriser ma place de PDG. Mais les fissures avaient commencé à apparaître des années avant cette photographie. Les soirées tardives au bureau devenaient des voyages d'affaires inexpliqués. Son téléphone,
jadis posé nonchalamment sur le comptoir de la cuisine, était désormais verrouillé par un code que j'ignorais. Les conversations sur l'avenir basculaient subtilement du « nous » au « je ». Et pourtant, Isabelle restait silencieuse. J'ai grandi dans un monde où l'image publique est une monnaie, où le scandale peut vous ruiner plus vite qu'un krach boursier. Les moraux, on ne laissait pas notre linge sale flotter au vent. On l'incinérait avant que les taches ne soient vues. Mes amies, les quelques-unes en qui j'avais confiance, me demandaient parfois si j'étais heureuse. Je souriais, je déviais la conversation. Je disais que le bonheur était un luxe, mais que la stabilité était tout. En vérité, je craignais l'effondrement de la vie que nous avions bâtie. Je craignais d'être vue comme la femme qui n'avait pas su retenir son mari. Comme si son infidélité était un verdict sur ma propre valeur. Cette peur, c'était ma faiblesse. Et Thierry, sans le savoir, venait de marcher droit dessus. Le jour où j'ai reçu cette image, la peur n'a pas disparu. Elle s'est transformée. La crainte sourde et lancinante qui m'avait gardé docile s'est muée en quelque chose de plus net. De plus tranchant. La rage. Pas celle, chaotique, qui se consume rapidement. Mais celle qui se cristallise en résolution. Celle qui calcule, qui planifie, et qui attend le moment parfait pour frapper. Je me suis souvenu des leçons de mon père, comment il démantelait des campagnes avec un titre et un timing si précis que cela semblait chirurgical. L'information est une lame, Isabelle, m'avait-il dit. La plupart des gens la brandissent en espérant faire peur. Les plus intelligents attendent que la pointe soit pressée exactement là où cela fera le plus mal. Thierry m'avait blessé à l'endroit où je n'aurais jamais cru possible. Mon foyer. Et maintenant, j'allais le blesser dans l'arène où j'étais intouchable. L'opinion publique. Je me suis demandé, en regardant la photo de Chloé, jeune et suffisante, drapée dans le pull de Thierry. Elle n'était pas seulement une intruse. Elle était le rappel de ce que je ne pouvais plus être, peu importait à quel point je serrais la mâchoire. Pendant une seconde fugace, cette pensée a menacé de me défaire. Mais Isabelle Moreau ne s'autorisait pas le luxe de l'apitoiement. J'ai survécu à tous ceux qui ont tenté de me marginaliser. Je survivrai à ceci. Et plus que survivre, je gagnerai. La victoire ne serait pas dans les cris. Elle serait dans l'efficacité froide de la presse que je commandais. Je me suis levé. La peur n'était plus là. Il ne restait que la clarté. Je me suis posé cette question, une question que je me pose parfois encore, tard le soir, en regardant les lumières de la ville. Je me demande, combien d'entre nous avons choisi la stabilité au lieu de nous élever pour les petites choses, et quel prix cela nous a coûté? La décision était prise. Je n'étais plus seulement l'épouse trompée. J'étais la femme qui écrivait les règles. Et la ville allait lire mon histoire au petit déjeuner. Le lendemain matin, le pavé de Paris était différent. Il portait mon titre. Les gens parlaient dans la rue, sans doute avec horreur, ou peut-être avec une curiosité malsaine. Je l'avais voulu. Je l'avais ordonné. Thierry, lui, devait être en train de vivre un cauchemar, coupé de sa tour d'ivoire à Francfort. J'ai imaginé son téléphone sonner sans arrêt. J'ai imaginé sa première réaction, celle de l'homme habitué à payer pour que les problèmes disparaissent. Ses avocats, bien sûr, ont rapidement tenté de cadrer les choses. J'ai appris plus tard, par des canaux indirects, qu'il voulait me dépeindre comme une épouse vengeresse, utilisant la tribune du journal pour régler ses comptes personnels. Il cherchait à reconquérir le récit. Il voulait que le public voie un mari aveuglé, face à une femme aigrie. J'ai souri à cette idée, seul dans mon salon. Il n'avait pas compris. Il pensait toujours que nous jouions aux échecs avec les mêmes règles. Pendant qu'il s'occupait de la bataille émotionnelle, moi, je préparais la guerre structurelle. La trahison de la chambre à coucher avait été l'étincelle, oui.
Mais une étincelle n'allume rien si la poudre n'est pas déjà là. Mon esprit m'a ramené 1 an en arrière. 1 an. C'est le temps qu'il faut pour construire une certitude. Il y a 12 mois, j'avais reçu un tuyau anonyme. Une simple note parlant d'irrégularité dans un contrat d'urbanisme majeur. Le promoteur? Dubois Immobilier. Le projet? L'une de ses grandes rénovations sur la rive gauche, celle dont il était le plus fier. Je n'ai rien dit à Thierry. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai simplement mandaté, très discrètement, mon équipe d'investigation la plus discrète. Ils ont trouvé des surfacturations. Des inspections de sécurité falsifiées. Des pots de vin versés à des fonctionnaires locaux. Assez, pour faire tomber n'importe quel homme d'affaires. Si j'avais publié cela à l'époque, ce n'aurait été qu'un scandale financier. Gérable. Il aurait pu se battre. Il aurait pu survivre. J'ai attendu. J'ai laissé Thierry croire qu'il était au-dessus de tout. J'ai attendu qu'il commette l'erreur qui me donnerait le droit moral de frapper là où cela ferait le plus mal, son pilier. C'est là que Maître Valois est entré en scène. Je l'ai rencontré dans un de ces clubs privés du quartier latin, un lieu où les ombres sont plus réelles que les lumières. Valois est un homme que l'on consulte lorsque l'on souhaite que les problèmes gênants disparaissent, sans laisser de traces papier. Il s'est assis en face de moi, son verre de scotch à la main, le regard impassible. J'ai entendu dire que vous aviez été approché par mon mari, ai-je commencé, sans préambule. Il a souri, un minuscule mouvement du coin des lèvres. Votre mari, bientôt ex-mari, j'imagine. Il est nerveux. Il devrait l'être, ai-je répondu. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il voulait savoir pour quel problème vous m'aviez engagé. Il cherche une faille politique, une manœuvre de votre part. Je me suis penché légèrement. Et vous lui avez dit quoi, Maître Valois? Il a pris une gorgée. Je lui ai dit ceci, Isabelle. Elle ne joue pas pour gagner la bataille. Elle joue pour posséder l'échiquier. Et de mon point de vue, vous êtes déjà en mauvaise posture. C'est la différence entre nous. Il voyait le jeu. Je voyais la structure. Je ne voulais pas seulement me venger de l'infidélité. Je voulais démanteler l'empire qui lui permettait de croire qu'il avait le droit de me manquer de respect. Le mariage était terminé. Mais la carrière de Thierry Dubois, elle, allait être méthodiquement désossée. J'avais en main le couteau chirurgical. Il ne restait plus qu'à le plonger. Et il ne le saurait qu'au dernier moment. Le bruit du scandale médiatique avait eu l'effet escompté, il avait affaibli la carapace de Thierry, la rendant poreuse. Mais la destruction d'un homme est plus complète lorsqu'elle commence par les fondations mêmes de ce qu'il a bâti. Quelques jours après la première vague, j'ai organisé un dîner. Une petite assemblée, dans mon salon, mais chaque invité pesait son poids. Il y avait là le sous-directeur de la préfecture, un homme dont les décisions immobilières pouvaient faire ou défaire des fortunes. Il y avait aussi le chroniqueur principal des affaires urbaines d'un quotidien concurrent. Et, pour sceller l'ambiance, 2 des avocats les plus respectés de la ville, spécialisés dans le droit administratif et des affaires. L'ambiance était feutrée comme une pièce de théâtre bien rodée. On parlait de politique, de culture, de la prochaine biennale. Mais sous la surface polie, chaque échange était stratégique. Je veillais à ce que la conversation, à un moment, frôle les projets de Dubois Immobilier. Une remarque anodine sur la qualité du béton, une question sur les délais des permis pour le nouveau complexe sur la rive gauche. À la fin de la soirée, sans avoir jamais levé la voix, sans avoir jamais prononcé le mot « trahison », j'avais obtenu 3 engagements silencieux. Le sous-directeur accepterait de pousser pour une révision publique des contrats en cours de Thierry. Le chroniqueur lancerait son exposé sur la corruption urbaine juste au moment où l'audit officiel tomberait. Et les avocats seraient prêts à commenter les implications pénales possibles. Je n'avais pas besoin de forcer les bras.
Chaque personne à cette table savait reconnaître un navire qui coulait. Et Thierry Dubois était sur le point de créer une brèche immense. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, ou peut-être juste de l'autre côté de la Seine, Thierry commençait à sentir les premières secousses. Sa journée s'était ouverte sur 2 lettres de résiliation de clients majeurs. Officiellement, ils mettaient leur projet en pause. Officieusement, ils ne voulaient plus que leur nom soit associé à l'homme dont toutes les blagues de fin de soirée se moquaient. Quand il avait appelé pour tenter de calmer le jeu, on lui avait répondu poliment mais fermement, « Nous ne pouvons tout simplement pas supporter la tempête médiatique pour le moment, Thierry. Peut-être une fois que les choses se seront calmées. » Nous deux savions que le calme n'arrivait jamais vraiment. Ce soir-là, il m'a brièvement rejointe par téléphone, mais ce n'était plus une conversation. C'était une confrontation froide. « Comprends-tu ce qui se passe ?» m'a-t-il demandé, sa voix éraillée. Elle n'est pas seulement en train de me faire mauvaise presse. Elle est en train de démanteler tout ce que j'ai construit. J'ai regardé la ville par ma fenêtre, les lumières brillantes. Je t'avais prévenu, Thierry. Il faut bâtir sur du solide. C'est mon travail. Ce n'est pas juste l'argent. Mon nom, c'est ma monnaie. Sans lui, je ne suis rien. J'ai senti l'explosion de sa frustration. Elle m'a à peine touché. Il était en train de réaliser, enfin, que son argent ne pouvait pas acheter le silence de la loi, ni la mémoire du public. Mais Chloé, elle ne comprenait rien à cette guerre d'usure. Elle continuait, elle persistait à chercher la lumière. Elle croyait encore pouvoir la voler. De mon côté, la machine tournait avec une précision implacable. L'audit officiel était programmé. La presse était prête. Le récit n'était plus celui d'une femme trompée. C'était celui de la ville qui exigeait des comptes à un homme qui croyait que ses gratte-ciel le protégeaient des règles. J'ai pris un verre de vin, un grand Bordeaux, et je suis retourné à ma table de travail. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de contrôle. D'éradiquer un passif avant qu'il ne me fasse couler avec lui. Thierry apprendrait ce que signifie sous-estimer Isabelle Moreau. Et la ville allait lire la fin de cette histoire bientôt, dans les éditions du dimanche. La chute de l'empire de Thierry devait être rapide, mais je voulais qu'elle soit éducative. Je voulais qu'elle soit visible. Il avait choisi d'utiliser la seule carte qui lui restait, celle de l'homme blessé, victime d'une épouse trop puissante. J'ai regardé l'interview. C'était une retransmission en direct, organisée à la hâte, par l'un de ces journaux qui se nourrissent des restes de nos scandales. Thierry était là, en costume sombre, le visage tiré. Et à côté de lui, Chloé Martin. Elle était vêtue de couleur pâle, une tentative maladroite d'évoquer la dignité. Elle parlait de la façon dont elle avait été trompée par les apparences. Elle laissait entendre, sans le dire clairement, que si son mariage avec moi avait fonctionné, c'était parce que j'étais trop absorbée par mes titres, trop froide pour un homme qui avait besoin de chaleur. Elle jouait le rôle de la femme incomprise, celle qui n'avait fait qu'aimer un homme dont l'épouse était une icône de papier glacé. Mon sentiment, en regardant cela, n'était pas la fureur. C'était une forme de déception silencieuse. Une déception pour l'homme que j'avais cru connaître. Il essayait de se défaire de ma responsabilité en la rejetant sur elle, et en même temps, il la laissait se débattre seule sur la scène publique. Il la manipulait encore, même dans sa chute. Elle est si jeune, Isabelle, avait murmuré Antoine en me tendant mon chocolat chaud ce jour-là. Les gens pourraient être sensibles à cette histoire de cœur brisé. Non, Antoine, avais-je répondu, sans quitter l'écran des yeux. Les gens se lassent vite de la romance. Ils ne pardonnent jamais l'incompétence ou le manque de respect envers la cité. Le moment fatal est arrivé quand un journaliste a osé la questionner directement sur les détails financiers de Dubois Immobilier, sachant que la presse avait déjà commencé à fouiller. Chloé a hésité. Elle a regardé Thierry,
cherchant un secours qui n'est jamais venu, puis elle a bredouillé quelque chose sur le fait qu'elle ne comprenait rien à ces histoires de chiffres, de permis, de marché public. Elle venait de confirmer la thèse de Thierry, elle était juste une enfant séduite, et lui, un homme d'affaires brillant temporairement distrait. Mais dans le même temps, elle prouvait qu'elle était une mauvaise maîtresse. Une maîtresse qui ne sait même pas se taire quand son amant est accusé de fraude. J'ai senti un léger relâchement dans mes épaules. Je n'avais plus besoin de faire grand-chose. Il se détruisait avec une efficacité presque embarrassante. C'est à ce moment-là que mon propre avocat, Maître Valois, m'a rappelé. Madame Moreau, sa voix était neutre, professionnelle. Concernant vos actifs personnels. Votre portefeuille est d'une propreté remarquable. Chaque transaction, chaque prise de participation dans la presse ou l'immobilier il y a un an, est parfaitement documentée. Il n'y a aucune zone d'ombre. On ne peut rien vous reprocher. Aucune manœuvre de votre part. J'ai posé le téléphone, regardant le paysage parisien défiler sous mes yeux. Valois avait raison. J'avais passé l'année précédente à bâtir un bunker autour de ma propre réputation, par instinct de survie, bien avant que Thierry n'entre dans ma chambre avec une autre femme. La trahison n'avait été que le catalyseur qui me permettait d'utiliser cette forteresse. Thierry cherchait une bataille. Il n'a trouvé qu'un mur. Et Chloé, elle, n'était qu'un pavé qu'on allait laisser tomber sans même le ramasser. Je sentais monter en moi une lassitude étrange. Non pas la tristesse de la femme trompée, mais la lassitude de celle qui a dû prouver, encore une fois, qu'elle était la plus intelligente dans la pièce. Et cette démonstration, elle est parfois plus épuisante que la douleur elle-même. Le tumulte médiatique autour de Thierry avait atteint son pic, puis il avait commencé à décroître, comme la marée après la tempête. Les gens, fatigués des rebondissements, avaient besoin d'une nouvelle histoire. Moi, j'avais besoin de respirer. J'ai quitté l'appartement de Neuilly pour quelques heures. J'ai pris un taxi, sans parler, juste une destination, un petit café près de la place du Tertre. Pas là où les touristes s'attardent, mais un endroit plus ancien, avec des chaises de bistrot dépareillées et l'odeur persistante du café fort et du temps qui passe lentement. Je me suis assise seule, observant les artistes peindre des souvenirs de Paris qu'ils n'avaient jamais vécu. C'était là que je me sentais le plus réel. Loin du titre du journal, loin du pull en cachemire. Je repensais à ces 20 années. Mon succès, celui qui m'avait permis de bâtir cet empire de l'information, avait aussi construit une très haute muraille invisible entre Thierry et moi. Il y avait toujours eu cet espace. Un espace où je préférais m'occuper des chiffres de la publicité plutôt que des silences de notre dîner. Je me souviens d'une fois, il y a peut-être 5 ans. Nous étions en province, dans une de ses réalisations. Il était si fier. Il parlait de la pierre, de la lumière. Et quand il a cherché mon regard pour partager cette fierté, le mien était déjà fixé sur une notification urgente. J'avais souri, félicité, mais la connexion était brisée, même avant Chloé. La trahison de Thierry avait été une catastrophe publique. Mais la véritable perte, c'était cette longue, très longue période de solitude partagée. Je m'étais habituée à ce que mon mari soit une présence à mes côtés, mais plus une personne que je connaissais vraiment. Il cherchait ailleurs la validation que j'étais trop occupée à gagner, ou peut-être, que je ne savais plus lui donner. C'est une pensée étrange. La colère m'avait réveillée, mais la lassitude me rendait soudain plus honnête envers moi-même. Je n'étais pas une victime parfaite. J'étais une complice involontaire de ma propre négligence émotionnelle. J'ai regardé un couple âgé, un monsieur avec son béret délavé et sa dame, partager un unique éclair au chocolat. Ils n'échangeaient pas un mot. Ils regardaient simplement la rue, ensemble. Je me suis sentie légère, étrangement détachée de l'issue du procès imminent de Thierry. Je n'avais plus l'envie de gagner. J'avais juste envie que le bruit cesse. J'ai repris mon carnet,
celui que j'utilise parfois pour noter des idées de titres sans importance. C'était plus un exutoire qu'un outil de travail, maintenant. Je me demande, combien d'entre nous ont choisi la stabilité plutôt que d'oser parler pour les petites choses, et quel prix cela nous a coûté au final? Si vous êtes encore là, vous qui écoutez ces murmures, qui avez suivi cette histoire au-delà du scandale, au-delà des gros titres, alors, peut-être partageons-nous cette fatigue. S'il vous plaît, si ces mots vous ont touché, juste un peu, laissez un 1 dans les commentaires. Votre présence silencieuse est la plus grande motivation pour que je continue à raconter ce souvenir jusqu'à sa fin. Les jours qui suivirent mon moment de calme à Montmartre furent étrangement occupés. Le monde extérieur continuait de tourner, et avec lui, l'affaire Thierry Dubois. Les nouvelles sur ses projets s'accumulaient. Des titres plus petits, plus techniques, annonçant des retards, des annulations de permis. C'était la mort lente de son œuvre, et je ne faisais plus rien pour l'accélérer. La machine que j'avais lancée faisait son travail. Puis, ce message est arrivé. Tôt un matin, avant même que je n'ai eu le temps de lire les dépêches étrangères. Un texto, direct, depuis un numéro que je ne reconnaissais pas, mais dont je savais la provenance. Ce n'était pas une déclaration d'amour retrouvée. C'était une requête. Isabelle. Nous devons parler. Pour l'officialisation. Pour minimiser les pertes. Nous pouvons le faire proprement. Pour le nom, pour ce que nous avons construit ensemble. Je suis prêt à coopérer sur la ligne éditoriale du Il ne demandait pas pardon. Il demandait une sortie de scène honorable, négociée. Il voulait que je mette en scène une séparation digne, en échange de quoi il ferait semblant de disparaître sans traîner mon nom dans la boue des tribunaux. Il tentait encore de marchander la décence. J'ai lu le message 2 fois. J'ai senti cette vague de fatigue revenir. Celle qui submerge après avoir couru un marathon que l'on ne voulait pas courir. Je n'avais pas l'énergie de la colère, et certainement pas celle de la négociation. Offrir une sortie propre, maintenant? C'était refuser de voir la vérité, le mariage, tel que je le concevais, était déjà terminé. Le pardon immédiat, la réconciliation digne, ce n'était que repousser l'inévitable. C'était laisser la porte entr'ouverte pour une autre erreur, une autre nuit où mon sanctuaire serait violé. J'ai posé le téléphone sur le coin du bureau. Je ne voulais pas répondre. Toute réponse aurait été une forme d'engagement. À la place, j'ai appelé mon propre conseil juridique. Pas celui de la société. Celui qui ne répond qu'à Isabelle Moreau, l'individu. Maître Leroux, un homme d'une rigueur légendaire, spécialisé dans les affaires matrimoniales complexes de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Maître Leroux, ai-je dit, ma voix redevenue celle de la femme d'affaires. Je veux que vous preniez en charge toutes les démarches de séparation. Aucune discussion directe. Aucune médiation. Je veux que vous présentiez nos termes, fermes, basés sur ce qui est légalement dû, et rien de plus. Et soyez prêts. Je soupçonne que son équipe va essayer d'attaquer la ligne éditoriale. Assurez-vous que le Parisien soit blindé. Chaque article, chaque mot que nous avons publié, doit être irréprochable sur le plan factuel et éthique. C'est noté, Madame Moreau, a répondu Maître Leroux. Vous refusez tout arrangement personnel? Je refuse toute négociation qui impliquerait de faire semblant. J'ai déjà joué ce rôle pendant 20 ans. J'ai raccroché. J'avais coupé le lien avec lui, même s'il restait le lien légal et financier. Cette rupture, même si elle devait passer par des mois de procédure, devait être nette. Je devais exercer cette capacité, cette cruauté nécessaire, de couper ce qui est toxique, même si cela laisse une cicatrice. Je devais apprendre à lâcher prise, sans explication publique sur mes motivations profondes. Laisser la loi faire son travail. Le prix à payer, je le sentais déjà. Ce serait la solitude pour les fêtes, les dîners sans mon partenaire officiel.
Ce serait de devoir expliquer, encore et encore, ma version des faits, ou pire, de devoir ne rien expliquer du tout, et accepter que les gens imaginent le pire. Mais cette solitude-là, au moins, serait honnête. Elle ne serait pas un mensonge sous un toit somptueux. Je me suis sentie épuisée par cette vigilance constante. Mais je devais rester vigilante. Un homme acculé fait toujours des mouvements désespérés. Je devais m'assurer qu'aucun de ces mouvements ne puisse entamer la forteresse que j'étais en train de bâtir pour moi-même. Le spectacle était terminé. Maintenant, c'était l'heure du démantèlement. Le mois qui suivit les premières décisions de justice fut celui où je me suis autorisée à respirer pleinement. Le combat était engagé, mais la ligne de front était désormais claire. Je n'étais plus dans la réaction. J'étais dans la construction. Le gala annuel du Parisien quotidien arrivait. C'était mon événement. Une nuit où la philanthropie et le réseautage de pouvoir se rencontraient sous les lustres du Grand Hôtel. Le thème cette année, je l'avais choisi moi-même, les fondations qui durent. Le symbole était évident, mais il serait interprété par chacun à sa manière. La nuit venue, la salle de bal scintillait. Les invités, dans leur plus belle tenue, portaient l'élite de notre monde. Je me déplaçais parmi eux, le bras de mon assistant, Antoine, fermement ancré au mien. J'étais calme, radiante, et surtout, je n'avais pas l'air d'une femme qui venait de se faire trahir. Je n'avais pas l'air d'une femme tout court. J'étais Isabelle Moreau. Je portais une robe en soie vert émeraude. Elle n'était pas criarde. Elle était profonde. Mon regard croisait celui des gens, et je ne voyais plus la pitié ou la curiosité. Je voyais le respect. Celui que l'on accorde à quelqu'un qui a traversé l'incendie sans se brûler la peau. Je n'ai parlé de rien de personnel. J'ai évoqué la nécessité d'investir dans l'éducation aux médias, dans la vérification des faits. J'ai parlé de notre engagement envers la ville, pour que les projets qui se construisent soient solides, durables. Puis, le moment de mon discours est arrivé. Les lumières se sont tamisées. Le silence s'est fait. Je me suis avancée vers l'estrade. Je ne regardais personne en particulier. Je regardais la foule, l'assemblée des personnes qui comptaient. Mesdames, messieurs, j'ai commencé, ma voix claire, portant sans effort dans la grande salle. Ces derniers mois, notre ville a été rappelée à une vérité essentielle. Ce que nous bâtissons doit être assez solide pour endurer les tempêtes. Un murmure léger a parcouru la salle. Ils savaient tous à quoi je faisais allusion. Pas seulement les tempêtes physiques, celles que l'on voit dans le ciel. Mais les tempêtes de l'intégrité. Les tempêtes de l'éthique. Les tempêtes de la confiance. J'ai marqué une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Je ne les accusais pas directement. Je parlais de principes universels. J'ai toujours cru, et je le crois plus que jamais aujourd'hui, que les legs ne se font pas dans les moments de triomphe, mais dans la manière dont nous répondons aux moments de défi. Certains voient ces moments comme des fins. Moi, je les vois comme des opportunités. Des occasions de reconstruire, de réaffirmer, de s'élever plus haut. L'applaudissement qui a suivi était chaleureux. Un signe d'approbation. J'ai terminé en annonçant notre objectif de collecte de fonds, entièrement dédié à un projet de logement social, des fondations solides pour ceux qui en ont le plus besoin. Le symbolisme était là, brutalement évident pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Pendant que Thierry essayait de sauver les murs de ses tours, je bâtissais des fondations qui, elles, ne s'effondreraient pas. J'ai souri à Antoine en redescendant. Il m'a murmuré, « Vous avez gagné, Isabelle. Vous avez volé la lumière sans même parler de lui. » Non, Antoine, ai-je corrigé doucement. Je n'ai volé aucune lumière. J'ai juste éteint la mauvaise. C'était ma victoire. Elle n'était pas dans la vengeance. Elle était dans la démonstration froide que l'on peut tomber, mais on ne doit jamais laisser son honneur tomber avec soi.
La neige était tombée sur Paris, recouvrant la ville d'un linceul blanc, propre. C'était la fin de l'hiver, le début d'une saison nouvelle. 2 mois, peut-être 3, depuis l'éclatement de l'affaire. Les procédures judiciaires avaient suivi leur cours, sans éclat, menées par Maître Leroux, comme des opérations chirurgicales méticuleuses. Thierry Dubois avait cessé d'exister dans mon orbite. Il n'y avait plus d'appels furieux, plus de tentatives de négociation. Il avait quitté l'appartement de Neuilly. Il vivait désormais dans un lieu temporaire, quelque part près de la Défense, je crois. Il avait rendu les clés de son bureau. Il avait perdu sa monnaie, son nom, comme il l'avait si justement craint. Et Chloé Martin? Elle avait totalement disparu des conversations. Je suppose qu'elle a trouvé une autre ville, une autre scène. Elle avait eu sa minute de gloire éphémère. Elle était devenue ce qu'elle était, un détail oublié dans un chapitre clos. Moi, je suis revenu à l'appartement. C'était étrange. Les murs étaient les mêmes, les meubles toujours aussi raffinés. Mais le poids avait changé. Ce matin, je me tenais seul sur le balcon, face à la ville. Le café était noir, fort, sans sucre. Je regardais les lumières de Paris qui s'allumaient lentement, chaque tour, chaque bâtiment, un rappel de l'ambition. Une ambition qui, j'en étais désormais certaine, devait être bâtie sur le socle de la probité. Je n'ai pas eu la satisfaction exubérante que l'on imagine dans les romans. Seulement une paix profonde, teintée d'une mélancolie persistante. J'avais gagné la bataille de la réputation, de l'empire. Mais j'avais perdu 20 ans de ma vie à côté d'un homme qui ne voyait que le reflet de sa propre gloire. Leçon de surface. Thierry n'est pas tombé parce qu'il manquait d'argent ou de prestige. Il est tombé parce qu'il a jugé les gens d'après ce qu'ils semblaient être, une épouse dévouée à ses articles, une jeune femme avide de célébrité. Il a méprisé la force tranquille, pensant qu'elle était synonyme de faiblesse. L'orgueil lui a coûté cher. Leçon psychologique. La profondeur de l'acte n'était pas dans le désir pour une autre femme. C'était dans son besoin constant d'être désiré, d'être nécessaire pour pallier son propre manque de substance face à ce que je représentais. Il avait besoin de se prouver sa valeur en séduisant l'interdit, face à une femme qui, elle, n'avait besoin de personne pour se valider. C'était sa propre fragilité qui avait ouvert la porte à Chloé. Leçon d'éthique et de vie. Ma victoire véritable n'a pas été de le voir échouer. Elle fut de choisir de ne pas descendre dans l'arène boueuse. J'ai choisi de ne rien expliquer. De ne pas crier vengeance. J'ai choisi de revenir à mes principes, ceux de l'intégrité que j'essayais de vendre chaque jour. Le vrai gain, c'est d'avoir pu me relever sans que l'amertume ne devienne ma nouvelle nature. J'ai regardé le soleil se lever doucement sur les toits de zinc. Il y avait encore un vide dans cette grande maison. Un vide qui ne serait jamais rempli par un titre ou un nouveau contrat. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas détruit. J'ai simplement retiré mon énergie de ce qui était mauvais. Et vous, en regardant derrière vous, y a-t-il une fissure dans votre propre fondation que vous avez choisi d'ignorer jusqu'à ce qu'elle devienne un gouffre? Ainsi, l'histoire d'Isabelle s'achève ici. C'est un chemin que j'ai parcouru, mot après mot, de la lumière aveuglante du scandale à cette aube tranquille, seule sur mon balcon. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était juste, ou si c'était la seule manière de survivre. Je sais seulement que j'ai choisi ma dignité avant l'illusion du confort. Si ces moments de silence, ces réflexions sur ce que l'on perd pour se retrouver, vous ont parlé, si vous avez senti ce poids dans votre propre cœur en m'écoutant, alors, je vous prie, partagez ce murmure. Laissez-moi une pensée, une simple phrase, dans les commentaires. Savoir que vous étiez là, à écouter jusqu'au bout, c'est un encouragement discret pour continuer à raconter les chemins difficiles que nous empruntons tous. Ce récit, je l'ai appelé la revanche silencieuse. Non pas la revanche contre un homme, mais la reconquête de soi-même.
Si vous croyez en ces histoires qui nous rappellent que l'on peut se reconstruire, plus solide qu'avant, alors, laissez un signe à ceux qui cherchent l'espoir, peut-être en partageant ces mots. Et si vous souhaitez continuer à marcher à mes côtés dans ces réflexions, abonnez-vous. Il y aura d'autres aubes. D'autres histoires à démêler. Prenez soin de vos fondations. Et à très bientôt, pour une prochaine confidence. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.